Dernière table ronde, on va continuer à évoluer sur notre question du lien. Cette fois, c'est comment rétablir un lien qui aurait pu être fragilisé ou qui est déjà fragilisé. On a travaillé sur la communication, on a écouté de nombreux invités nous parler depuis ce matin de la définition du lien. Et là, cette fois, on va essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que le lien est touché, on va essayer de comprendre les mécanismes et voir comment on peut essayer de le rétablir. Je vais appeler nos invités. Xavier Crapton, merci de nous rejoindre. Muriel Rinfray également. Commandant Olivier, merci de bien vouloir nous rejoindre également. Et en visio, Geoffrey Post, le docteur Geoffrey Post va également, et son train malheureusement a été annulé, et il sera avec nous d'ici quelques instants. Je me permets de vous demander, s'il vous plaît, pour le commandant Olivier, qui est négociateur au RAID, merci de ne prendre aucune photo pour des raisons de sécurité évidentes. Donc, merci de respecter cette consigne, s'il vous plaît. Alors, Geoffrey Post est avec nous en visio. Je vais m'adresser directement à vous pour la première question. C'est quand même plus facile pour pouvoir communiquer. Vous êtes psychiatre à Colmar. Notamment, vous donnez des formations contre les agressions. Alors, je voudrais savoir, comme première question, qui sera aussi une question un peu collective, est-ce que vous avez senti, dans votre métier, est-ce que vous avez senti un jour, un moment, où le lien, où la relation était fragilisée? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pu faire pour y remédier? Et merci d'être avec nous, même à distance. Bonjour, et est-ce que vous me recevez bien? Parfaitement. Ok, super, parce que je vous vois pas, donc je suis dans l'aveugle, mais je suis bien là, et donc je tenais à remercier le docteur Jousse pour l'organisation de cette journée et à l'équipe technique d'avoir trouvé une solution malgré l'annulation de mon train. Alors, pour cette question concernant le basculement de la relation, c'est quelque chose que je rencontre quotidiennement. Alors de manière plus ou moins subtile, avec des patients qui suivent pas les prescriptions, qui vont donner des excuses pour justifier de ne pas avoir respecté les prescriptions, ou alors il peut s'agir de retard ou de lapin, tout simplement. Donc tout ça, c'est des signes de changement dans la relation thérapeutique qui peuvent être appelés soit de la résistance ou encore de la réactance lorsque ces comportements sont induits par notre souhait d'apporter un changement. Les basculements de la relation peuvent être un peu plus ouverts. Et là, j'ai rencontré, dans le cadre de mon exercice, je suis psychiatre et j'ai travaillé en institution pénitentiaire, en service fermé, donc dans différents endroits. Donc j'ai eu le droit à des patients qui pouvaient être carrément manipulateurs, me menacer de suicide ou de tout casser dans le service si je décidais de mettre un terme à l'hospitalisation. Ou alors, j'ai rencontré un patient qui, d'un coup, en plein milieu de l'entretien, commençait à prendre beaucoup de plaisir à me raconter avec beaucoup de détails le crime atroce qu'il avait commis dans le but de susciter mon malaise. Ou alors encore des menaces de plainte si j'accédais pas à la demande de rédaction d'un certificat, ou encore aux urgences ou un patient qui commence à délirer, à avoir des hallucinations qui lui disent que je lui veux du mal et que voilà, je vois le patient complètement se fermer devant moi et je perçois qu'il est halluciné et prendre une attitude hostile. Donc différentes situations finalement de basculement de la relation qui naissent en général quand même de quelque chose assez d'un point commun. C'est d'une frustration lorsque j'accède pas à la demande du patient dans un contexte bien précis, avec un état clinique du patient. Vous voyez, dans les différentes situations, le patient il n'est pas tout à fait dans le même état. Et puis, cela affecte la relation médecin-patient de différentes manières, mais ça aboutit quand même à ce basculement. Et peut-être d'un mot avant qu'on fasse tourner la parole pour les autres, comment est-ce que vous avez réussi justement à rétablir ce lien, si c'est possible, bien évidemment? Alors, tout d'abord, de prendre conscience qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas continuer dans le flou, de ne pas persévérer dans ces entretiens où on ne sait plus trop vers où on va. À un moment, quand on est dans le flou et qu'on sent que le patient est aussi dans le flou, c'est important de clarifier les choses. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Et donc, chacune de ces situations, il s'agissait déjà de comprendre que le lien était en train d'être altéré. Percevoir que le patient qui vient en retard, une fois, bon, ok, ça peut être un hasard, mais lorsque ça se répète, déjà de prendre conscience de ce retard et de venir le questionner. Venir questionner qu'est-ce qui se passe dans la relation ou qu'est-ce qui se passe chez le patient. À partir du moment où on comprend ce qui est en train de se passer, on va pouvoir agir dessus, déjà de verbaliser, tiens, je remarque que vous arrivez systématiquement en retard, tiens, je m'aperçois que j'ai dit quelque chose qui vous a heurté, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est en train de se passer? Ou peut-être, chez le patient qui ne me parlait plus et qui avait pris une attitude hostile, j'y étais allé très franco en lui demandant s'il n'y avait pas des voix qu'il entendait et que je n'arrivais pas à percevoir, qui lui disaient de se taire car je pouvais lui vouloir du mal. Et la personne était tétanisée. Donc j'ai dit, bon, peut-être que cette voix vous a dit de ne surtout pas me parler, mais peut-être que vous pouvez hocher de la tête si c'est juste. Donc la personne a hoché de la tête en me disant qu'elle était bien hallucinée. Donc on essaie de rétablir un contact, de verbaliser qu'il y a quelque chose dans le lien qui est en train de partir de travers, pour ensuite essayer de renouer le lien par différentes techniques en fonction des situations qu'on rencontre. En général, il s'agit surtout de se mettre à nouveau d'accord sur un objectif. Parce que l'objectif de départ, finalement, le patient a peut-être décidé que c'était plus tout à fait son objectif, ou alors on l'avait mal calibré. C'est important de le percevoir à ce moment-là pour se dire, bon, ok, moi j'étais parti sur l'idée qu'on mettrait un terme à cette hospitalisation parce que les soins étaient terminés, mais vous, manifestement, vous n'êtes pas d'accord. Euh, bon, on va ne pas être d'accord sur ce sujet-là, mais peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur la suite à donner, à savoir est-ce que vous sortez là tout de suite et vous êtes dehors sans ordonnance, sans BSL, en plein milieu de nulle part dans la campagne, ou est-ce que on travaille à la suite des soins, parce que l'hospitalisation, je vous l'ai dit, elle est terminée, mais on peut réfléchir à la suite des soins, et pour ça, moi, j'aimerais organiser le suivi avec vous, pour pas que vous vous retrouviez en difficulté là tout de suite. Et là, on change d'angle, on n'est plus dans une confrontation autour d'un désaccord, mais on arrive nouveau à trouver un point d'accord, un objectif commun, partagé avec le patient. Merci beaucoup, Geoffrey. Vous restez avec nous, évidemment, si vous le pouvez. On reviendra vers vous, évidemment, pour vous poser des questions. Puis, vous, évidemment, écouter notre débat. Peut-être, docteur Jousse, si vous le souhaitez, de quelques mots. Par rapport à ce qui vient d'être dit, on sent quand même que le lien reste fragile, même s'il y a un travail qui est fait. Et cette notion-là, c'est ce que vous avez voulu nous faire comprendre dans ce débat. Oui, j'ai voulu finir ce débat par cette table ronde parce que le monde n'est pas tout rose, les relations vont et viennent, comme on a dit, on n'est peut-être pas dans bonne humeur, pas bien, le patient non plus, on s'entend plus, on n'a peut-être pas le même projet, parce que c'est bien important de mettre un projet avec son patient. Vous venez me voir pourquoi, quel est votre but, qu'attendez-vous de moi? Je pense que c'est vraiment important, le qu'attendez-vous de moi. Et c'était très important de se dire que même si un lien est fragilisé et cassé, c'est pas irréparable. Voilà, je pense qu'il faut se donner les moyens de le réparer, les moyens de rétablir ce lien. Le docteur Post nous parlera après de ces formations qu'il a mis en place pour nos collègues qui m'ont énormément intéressée, qui sont intéressantes à voir. Et c'est pour ça que j'ai fait cette table ronde. J'ai beaucoup fait de conciliation avec le docteur Grapton. Et tous les deux, on s'est rendu compte qu'en fait, on réussissait les conciliations parce qu'on mettait deux personnes face à face qui enfin pouvaient se parler. Et ça rejoignait ce que disait Madame Duval. Bien souvent, l'échec du lien, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre ou à se dire les choses. Soit parce qu'on n'est pas capable et on fuit le patient, soit parce qu'on n'est pas conscient de cela. Et c'est pour ça que j'ai voulu que le docteur Grapton soit là pour nous parler de cette première place de la conciliation. Docteur Humphrey, pareil, elle va nous expliquer son rôle aussi. On est tous dans la même chose, c'est la négociation. C'est pour ça que nous avons le commandant qui va nous faire parler aussi de leur négociation. Le maître mot de cette table ronde, c'est négocier. Voilà. Négocier, c'est pas perdre, c'est pas avoir tort, c'est trouver un chemin d'entente et de compromis. Et bien souvent, nous, médecins, on a tort de ne pas essayer de trouver un compromis avec nos patients, qui va peut-être pas nous satisfaire, peut-être pas non plus lui, mais au moins on arrivera à un petit point d'entente. Merci pour cette transition et ce lien que vous me faites avec le docteur Grapton. Vous l'avez dit, docteur Jousse, vous intervenez, vous, quand il y a une plainte ou un différend, donc il y a une conciliation. Concrètement, comment est-ce que ça se passe et est-ce que le lien est forcément détruit après, ou abîmé en tout cas?
Alors le lien est abîmé, bien sûr, et le rôle du conciliateur, c'est de trouver en effet un compromis, d'essayer de faire parler les gens qui, au départ, venaient comme des belligérants, en fait. Alors, tout d'abord, il faut voir l'état d'esprit dans lequel les personnes arrivent. Soit elles viennent dans un état d'esprit de conciliation, d'apaisement, soit elles viennent pour avoir uniquement des explications. Certains restent campés sur leur position. Certains viennent en effet pour polémiquer. Ils sont dans un esprit pour aller à la chambre disciplinaire systématiquement. Il y en a qui ne viennent pas. Hein, c'est une carence, donc ils savent déjà. Alors c'est peut-être un moyen d'évitement, mais également pour punir l'autre. Voilà. Et donc il y en a qui viennent vraiment pour découdre. Donc ça, c'est l'état d'esprit du départ. Alors ensuite, quelles sont leurs attentes? Quelle est l'attente du plaignant? Est-ce qu'il veut des explications? Est-ce qu'il veut pouvoir converser, est-ce qu'il attend des excuses? Est-ce qu'il attend une réparation? Bon, ça, il faut qu'on le sente tout de suite. Et vous arrivez à sentir ça assez rapidement? Assez rapidement, oui. Ouais. Alors, comment ça se passe? C'était la question initiale. Alors, tout d'abord, bien sûr, on a étudié. Alors, nous, dans le CD 92, nous sommes 2 conciliateurs, parce qu'on estime que c'est mieux. Et s'il y a un homme et une femme, c'est également mieux parce qu'on a une impression différente, un sentiment différent, une approche différente. Et donc, on arrive mieux. Moi, j'ai concilié avec Lucie Jousse et on avait 60% de réussite. Donc, c'est important d'avoir cette approche différente avec 2 conciliateurs. Donc, on a étudié, bien sûr, les dossiers, le dossier du plaignant, la réponse du médecin qui est incriminé, et puis on les reçoit, on leur demande d'abord d'éteindre leur portable, parce que c'est un huis clos, et c'est important dans le lien. D'abord, on se présente, donc les visages. Ils sont accompagnés parfois, ils sont accompagnés d'un avocat ou d'un proche. Donc il est important de faire les présentations et qu'on soit en huis clos et qu'on puisse converser à 3 finalement, à 3 parties. Bien. Eh bien, après, une fois qu'on s'est présenté, nous demandons au plaignant, brièvement, puisqu'on a étudié le dossier, d'exprimer, de raconter un petit peu son histoire. Et on va demander ensuite au médecin de pouvoir répondre. Le but de la conciliation, c'est de pouvoir ensuite créer un échange. Créer un échange de telle façon qu'on puisse, au bout d'un certain temps, obtenir un compromis. Un compromis, donc, notre rôle en étant impartiaux, c'est, après avoir donné la parole aux uns et aux autres, et après avoir noué ce débat, de pouvoir orienter un petit peu les questions et de trouver le compromis, le point d'attache, à partir du moment où on a demandé au plaignant ce qu'il attendait, on attend la réponse du médecin et puis on essaye de trouver la possibilité de régler ce conflit. Vous allez peut-être trouver ça étrange, je ne sais pas, mais finalement vous n'êtes pas loin du négociateur. Tout à fait.
Tout à fait. Donc- C'est notre rôle. Donc, commandant Olivier, si vous voulez bien prendre le micro. Moi, j'ai entendu dans les propos de M. Grafton, conciliation, dialogue, compromis. Vous vous y retrouvez, vous, avec tout cela? Oui, normalement, ça doit fonctionner. Sinon, docteur Joux, si vous voulez bien donner votre micro. Merci. Oui, beaucoup. Je m'y retrouve beaucoup. Plein de choses depuis le début. Donc, docteur Jousse qui parlait de compromis, c'est exactement ça. Parce que moi, du coup, on m'appelle négociateur, mais j'ai pas grand-chose à négocier quand le RAID se déplace sur une crise. C'est en gros comment je vais l'appeler, un client, un patient, qui a fait un acte suffisamment grave. Et en gros, soit tu me parles, soit tu prends on dit le TGV noir dans la figure, mais c'est ça, c'est les 15 collègues qui sont derrière la porte, qui sont prêts à rentrer. Donc voilà, pas grand-chose à négocier, plus du compromis. Et là où je m'y retrouvais aussi, c'est on a des femmes, nous, au groupe négociation, donc dans la mixité de la conciliation. Moi, j'essaye systématiquement aussi de mixer les alertes. On est 2 d'alertes, négociateurs, donc j'essaye de mettre un homme et une femme, parce que je trouve que la psychologie féminine sur certaines situations de crise sont vraiment très intéressantes. Et puis ne serait-ce que la voix, etc. Tout rentre en compte. Et puis même on va aller jusque dans les stats, puisque M. Grafton parlait de 60% de réussite, et nous c'est à peu près les stats aussi qu'on a en négociation. Donc quand le RAID se déplace sur une crise, on est à peu près 60% des crises qu'on arrive à résoudre juste grâce à la négociation et sans être obligé de rentrer à l'intérieur du domicile. Alors, on reviendra en détail peut-être sur votre façon de faire, le modus operandi, etc., qui peut-être aussi a des liens avec ceux des médecins. Et je voudrais peut-être qu'on écoute aussi Muriel Rinfret. Vous êtes médiatrice à la commission des usagers. Là aussi, vous jouez une forme d'amortisseur entre les médecins, les patients, un peu comme le fait M. Grafton ou comme le fait aussi le commandant? Oui, donc le rôle de la médiation dans la commission des usagers des hôpitaux, c'est de rétablir justement un lien qui a pu être rompu entre le patient ou sa famille et le service hospitalier, soit un médecin particulier, soit l'ensemble du fonctionnement du service. Donc on est plusieurs médiateurs, on est 2 médiateurs médicaux et il y a 2 médiateurs paramédicaux, donc en fonction des demandes. Et comme le disait Xavier Grafton tout à l'heure, il faut que les gens, pour que ça marche, soient dans un esprit, dans une volonté de médiation, c'est-à-dire de s'entendre. Alors, par rapport à la conciliation, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes en fait, parce que pour faire aussi des conciliations au Conseil de l'ordre, la conciliation, elle intervient à l'ordre quand le patient a fait une lettre de plainte, la plupart du temps, grosso. Alors qu'à l'hôpital, c'est indépendant de la plainte. C'est-à-dire que si il s'est passé quelque chose de grave, la personne peut porter plainte devant la CCI ou autre organisme, mais ce qui est demandé à l'hôpital est indépendant de la plainte. Donc on est dans une plus grande liberté, si vous voulez, d'action. Et l'idée, en fait, c'est un processus de communication, la médiation, qui repose en fait sur l'indépendance et la responsabilité des différents intervenants. On le propose quand les gens écrivent en disant c'est inadmissible ce qui s'est passé, nous voulons des explications, très bien. D'autres le demandent spontanément, nous voulons rencontrer le médiateur. Ça ne s'est pas bien passé, on ne veut plus voir ce médecin, on veut rencontrer le médiateur pour pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé, être entendu et recevoir des explications. Donc vous voyez, il y a 2 cas de figure différents. On n'a pas toujours les protagonistes ensemble et on peut simplement être là pour reprendre, écouter beaucoup, reprendre la complainte de la personne et essayer de donner des explications. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Mais être entendu, je reprends un peu ce que vous dites, être entendu, ça reste la base, quelque part. Être entendu, c'est complètement thérapeutique. On l'a dit tout à l'heure. Et je pense que vous reviendrez peut-être sur les mots. Mais les mots sont thérapeutiques. Les mots qu'on emploie, c'est très, très important. Entendre, faire comprendre qu'on entend, donc recevoir, et puis utiliser des mots simples qui vont pouvoir rassurer. Et on l'a bien dit tout à l'heure à la table ronde précédente, être entendu, c'est le début de la guérison. Donc on va essayer de restaurer un lien que les gens avouent être cassé.
on a un certain nombre de lettres qui nous disent « Moi, j'ai toujours eu confiance dans l'hôpital public et dans le CHU. Vous êtes ma référence. Je ne veux pas être soigné ailleurs. Mais là, ce qui s'est passé, eh bien, maintenant, j'ai plus confiance. » Et donc là, c'est le cadre idéal, en fait, pour proposer une médiation. Et on va pouvoir, dans de nombreux cas, restaurer ce lien qui a été cassé. Sans avoir peut-être des statistiques exactes, mais vous avez vous aussi 60% de réussite ou pas? J'ai pas bien compris. Vous avez vous aussi 60% de réussite, comme peut l'avoir le commandant ou le docteur Grapton? En fait, on ne compte pas en réussite parce qu'on a du mal à savoir ce qui se passe après. Le meilleur cas de figure, c'est quand le médecin est présent à la médiation et que ça va se terminer par une bonne poignée de main ou le médecin qui va dire « Écoutez, moi je reste à votre disposition, si vous voulez qu'on en reparle, n'hésitez pas, reprenez rendez-vous avec moi, etc. » Donc là, on sait que ça a réussi. Est-ce que selon vous, peut-être en fonction des cas, est-ce que les gens vous retournent voir ce médecin ou est-ce que c'est terminé, il change? Je ne peux pas donner de chiffres. Mais non, sans donner de chiffres, voilà. mais d'une règle, peut-être On sans le en sait, faire en une fait, règle générale. ouais. Mais... On le sait parce que ceux qui ne retourneront pas voir le médecin ou ne retourneront pas dans le service, alors on peut leur proposer de changer de médecin, hein, mais ceux-là, souvent, ils sont déjà partis ailleurs. Donc ils disent oui, bon, ben maintenant je suis suivi à la clinique machin, et quand même c'est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Donc alors là on dit c'est parfait que vous ayez trouvé une bonne solution, etc. Mais ils ont quand même souhaité soit rencontrer le médecin, soit rencontrer le médiateur, parce que ça leur reste quand même en arrière-pensée, et ils veulent classer le dossier quelque part. Oui. Geoffrey Post, j'espère que vous nous entendez toujours. Tout à l'heure, le docteur Jousse évoquait des formations que vous employez, que vous pouvez déterminer sur 3 étapes de prévention. Est-ce que vous pouvez nous les développer, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, nous avons organisé une journée de prévention des agressions faites aux médecins. Et nous avons axé cette journée sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire, selon une logique de prévention bien connue en médecine. Donc la logique de prévention primaire étant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en amont, avant même la rencontre avec le patient pour éviter le risque d'agression. Ça part de l'organisation de son bureau, éviter d'avoir des objets à risque de blessures sur son bureau, permettre que à la fois le patient et le médecin puissent sortir assez facilement, pas que l'un ait à passer devant l'autre en cas de conflit. Ça passe par le fait d'être à l'heure ou d'être lisible. Si on a du retard, de pouvoir prévenir qu'on a du retard. Donc tout ce qu'on peut faire en amont, c'est aussi de travailler aussi sa propre disposition d'esprit. Réfléchir, tiens, je commence ma journée, est-ce que je suis irritable, est-ce que je suis pressé, si ma météo interne est de type agacé, c'est bien de prendre conscience de ça parce que je vais peut-être avoir un contact différent avec mes patients, surtout si je vois que je tombe sur un patient que je sais qu'il m'est difficile de prendre en charge. Donc déjà d'avoir conscience de tout ça et puis de travailler sur mes émotions, de travailler sur mes pensées automatiques, donc tous ces croyances que j'ai vis-à-vis de mes patients. Il y a tout un travail en amont qu'on peut faire. Ensuite, on a réfléchi en termes de prévention secondaire. Donc le patient, il est là. L'interaction ne se passe pas comme prévu. Le conflit démarre. Donc différentes étapes. La dynamique conflictuelle est en train de se mettre en place avec une escalade. Comment je vais repérer comment je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, dans cette formation, on essaie d'expliquer un peu les différentes manières de concevoir l'agression ou l'agresseur. Est-ce que son agression est dirigée vers un objectif? Il veut obtenir de moi une ordonnance ou un certificat. Au contraire, c'est non dirigé parce que c'est quelqu'un qui est confus. Ou alors c'est dirigé vers ma personne parce qu'il m'en veut personnellement. En fonction de la compréhension, je ne vais pas mettre en place les mêmes outils. On a utilisé des jeux de rôle pour essayer d'illustrer ces différentes situations. Et donc l'idée était que les médecins puissent expérimenter à la fois
le côté patient, mais également le côté médecin. Et c'est intéressant de jouer à la place du patient, de voir comment on peut se sentir entendu ou au contraire, on peut se sentir pas entendu du tout. Alors que de l'autre côté, la personne semblait avait l'impression d'avoir fait preuve d'empathie en disant bah, je vous comprends. Oui, mais dire je vous comprends, ça ne veut pas dire qu'on a montré au patient qu'on l'a compris. Donc voilà, on a essayé de réfléchir aussi autour de comment faire preuve d'empathie. Donc s'exercer à la formulation de cette empathie. Lorsque l'empathie ne suffit plus, on a essayé de travailler autour d'autres méthodes, des techniques de clarification. Ben là, je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer entre le patient et moi. On est dans un flou, je suis mal à l'aise, et puis il me fait des sous-entendus et ça me met la pression. Je vais essayer de clarifier. Là, vous êtes en train de me demander un certificat qui est un faux, alors que vous savez que je n'ai pas le droit de le faire. C'est bien juste. Et lorsqu'on clarifie, on voit déjà qu'on peut désamorcer certaines situations. Les manipulateurs les plus intelligents vont reculer, tandis que d'autres, au contraire, vont dire oui, c'est exactement ça que je veux et je l'exige, sinon je vais vous mettre un bourre-pif ou je vais sortir une arme. Ça peut être un peu effrayant quand on clarifie, parce que pour le coup, on est face aux faits établis, mais au moins on est au clair sur ce qui est attendu de nous. Et si on attend de nous une ordonnance ou un certificat, on ne va pas mettre en péril notre vie. Donc là, l'idée, c'est bien sûr de ne pas risquer sa vie et de donner l'objet convoité et puis d'aller porter plainte après. Geoffrey Post, oui. J'ai une petite question, sauf si vous vouliez encore développer, mais est-ce que le médecin doit aller jusqu'à s'excuser ou être dans une position un peu d'excuse pour préserver une relation quand il sent qu'il y a un conflit qui démarre ? On est en plein dans toujours cette dimension de la prévention secondaire. Les excuses, si elles sont authentiques, me paraissent tout à fait intéressantes. Et quand on voit justement que se crée une dynamique de conflit, avec une escalade, ce qu'on appelle un rapport symétrique, je pense que j'ai raison, le patient pense aussi avoir raison, et que on est pris soi-même dans un état émotionnel où on part déjà agacé dans la journée, on se met en colère et on lui dit mais de toute façon vous me prenez que pour un gras de papier, si je suis que ça, allez-vous-en. À un moment, nos paroles peuvent aussi dépasser nos pensées, on peut faire des erreurs. Et je crois que si on se rend compte qu'on fait une erreur, oui, c'est normal de présenter des excuses. C'est juste reconnaître qu'on a causé du tort à quelqu'un en face qui est aussi un être humain. Donc c'est le réhumaniser. C'est faire preuve de respect dans la relation. Et à mon sens, c'est tout à fait réparateur de pouvoir reconnaître ses erreurs. Mais j'insiste vraiment sur la dimension authentique. Il ne s'agit pas de s'excuser en disant, par exemple, je m'excuse. Voilà, c'est pour préserver le lien. Tout à fait, tout à fait. Donc on va dire, je vous présente mes excuses déjà. On ne dit pas je m'excuse. Et ensuite, oui, c'est tout à fait, même quand on a fait une erreur, d'admettre qu'on a fait une erreur, souvent, les patients, ils attendent que ça, une reconnaissance qu'ils ont subi un préjudice. Parfois, on n'est même pas en cause, si c'est un effet indésirable d'un traitement, juste de dire, je suis vraiment désolé, je vous présente mes excuses pour ça parce que je ne m'attendais pas à ce que vous présentiez cet effet indésirable, sans que je me sente responsable non plus ou coupable, pour être plus juste, je ne me sens pas coupable de ce qui s'est passé, mais j'ai une responsabilité quand même. Et de présenter mes excuses en ce cadre-là, ça peut vraiment désamorcer. Ou alors de dire, excusez-moi, je n'avais pas compris à quel point vous étiez en détresse, je n'avais pas compris que le retard que j'ai pris avait pu induire autant de difficultés pour vous. Vous étiez déjà en souffrance en venant, vous étiez déjà pressé, ça vous prenait de l'énergie et du temps de venir, et en plus de ça, je suis en retard, je suis vraiment navré. Souvent, beaucoup de médecins estiment ne pas avoir besoin de s'excuser du retard en disant vous croyez que je suis en retard, pourquoi? Je suis en train de soigner des gens, c'est normal si je suis en retard. Pas tout à fait. Pour le patient, c'est quand même c'est pas agréable de devoir attendre 1 ou 2 heures pour voir son médecin. Et là, le fait de s'excuser, ça désamorce énormément. Et moi, je préconise même de le faire en amont. J'arrive, je vais voir le patient, on a un rendez-vous à une certaine heure, j'ai 1/4 d'heure de retard, je vais lui présenter mes excuses. Navré de mon retard. C'est pas grand-chose, mais c'est juste reconnaître, oui, je vois bien que je vous ai pris en retard. Et ça désamorce déjà en amont.
énormément de Monsieur choses. Frépost, on va faire un petit peu tourner la parole parce que je voudrais interroger le docteur Grafton, peut-être, et évidemment Muriel Rinfret, sur ce qui vient d'être dit par Geoffrey Post. Alors, peut-être sur la position des excuses, mais aussi globalement sur les questions de formation, etc. Est-ce que ça, vous voyez, vous, des nouvelles choses arriver sur le terrain dans de différentes positions que vous avez tous les deux? Alors, tout d'abord, reconnaître sa faute, il faut bien comprendre que dans le cadre du Conseil de l'Ordre, nous avons à régler des problèmes qui ne sont pas des problèmes techniques, qui sont des problèmes déontologiques ou éthiques, premièrement. Donc, reconnaître la faute, bien entendu, c'est déjà aller faire un pas vers l'autre. Deuxièmement, essayer, en effet, pour le médecin, de se mettre à la place du plaignant. Pourquoi a-t-il déposé une plainte? L'aurait-il fait lui-même? Bien comprendre pourquoi la plainte a été déposée. À partir de ces deux concepts-là, l'excuse, se mettre à la place du plaignant, justement, c'est déjà aller vers un état d'esprit où on va s'excuser d'une façon sincère. Alors ensuite, nous demandons au plaignant qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il attend de cette conciliation? Il attend une réparation. Quel genre de réparation? Il n'y a pas de réparation financière dans le cas présent. C'est en effet une réparation parce qu'un certificat a été mal rédigé. C'est en effet une excuse mais sincère. Voilà, donc ce sont les choses qui peuvent en effet arriver à créer un compromis. Oui. Et à rétablir ce lien. Muriel Rinfret, j'imagine que c'est pareil de votre côté. Peut-être le micro, si vous voulez bien. Oui, après, on demandera au oui, c'est bien sûr, c'est assez proche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la médiation, en fait, c'est un processus continu qui peut se poursuivre dans le temps et qui va commencer bien avant la réunion de médiation. C'est-à-dire qu'on reçoit les courriers, on va demander au médecin incriminé de nous donner ses explications. Et je dois dire que vraiment, sincèrement, je suis épatée par la qualité des réponses que l'on reçoit, y compris de collègues dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils s'expriment comme ça. Dans les lettres de réponse, il y a souvent justement des excuses données en disant « mais effectivement, je n'avais pas du tout compris que monsieur Machin n'avait pas compris ce que je lui disais ou je n'avais pas perçu à quel point il était en souffrance ou elle était en souffrance, etc. » Donc ça, c'est dans la lettre que nous en renvoie le médecin. Et à partir de cette lettre, on va en faire un résumé qu'on va renvoyer à la personne qui a écrit. Et 2 fois sur 3, en fait, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la réunion de médiation. 1 fois sur 3, c'est important, la personne se remanifeste en disant « non, mais vous êtes bien gentil avec vos explications, mais moi, ça ne me satisfait pas. J'ai d'autres questions à poser. » À ce moment-là, on va proposer la réunion de médiation. Et après la réunion de médiation, il peut y avoir une poursuite quand le médecin propose justement de revoir la personne, de rediscuter avec la famille, etc. Donc c'est un processus qui prend du temps. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve que mes collègues, franchement, sont très réactifs et ont maintenant beaucoup plus de facilité, me semble-t-il, qu'avant, à reconnaître leurs erreurs, le fait qu'ils n'ont pas bien compris, qu'ils n'ont pas passé suffisamment de temps, etc. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif. Voilà. Commandant, vous aussi, un mea culpa, ça peut sauver une relation, ou en tout cas une crise? Alors oui, ça peut sembler bizarre, mais oui, le négociateur dit aussi, excusez-moi des fois, des excuses vraiment sincères parce qu'on a écorché ou mal prononcé son prénom et son nom. Donc nous, quand on a
nos clients, ils sont quand même au paroxysme des émotions et de l'énervement. Hein, et généralement, ils viennent de tuer ou de tirer par la fenêtre, ils ont des personnes en otage avec eux. Donc, ils vont être de véritables éponges en plus à tout ce que je dis. Donc, si j'écorche le nom ou le prénom ou que je fais un mauvais résumé, hein, je vais dans le sens de ce que disait Geoffrey tout à l'heure, la clarification. On dit voilà, nous on a été appelés parce que vous auriez, on utilise toujours le conditionnel, mais vous auriez eu des mots été menaçants ou vous avez tiré par la fenêtre sur quelqu'un. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je visais juste un pigeon. Et là, excusez-moi, mes informations ne sont pas bonnes. Et là, on voit tout de suite une sorte d'apaisement. On dit tiens, j'ai un policier en face de moi qui s'excuse. Ça le choque. On sent que les excuses ont vraiment du poids dans la relation. Et comment est-ce que vous établissez, vous, le premier contact? Parce que la première impression, quand on a préparé, vous m'avez dit on n'a pas la chance de pouvoir faire 2 fois la bonne impression. La première impression, en tout cas. Comment est-ce que vous établissez le contact? Est-ce qu'il y a des mots-clés? S'il y avait des parallèles à faire avec les médecins, éventuellement? Alors oui, nous, c'est la grande différence avec Monsieur Grabton et Madame Jousse, c'est qu'ils n'ont pas envie de nous voir. Et nous, ils n'ont pas envie de nous parler souvent. Il y a déjà tout un tas de personnes qui ont essayé de parler avec. Ça dure déjà depuis un certain temps. Donc quand le négociateur arrive, oui, c'est la dernière personne qu'il a envie de voir. Du coup, on accorde une grande importance à ce premier contact. Donc, je le redis, on n'a pas 2 chances de faire une bonne première impression. Donc, ce qu'on demande à nos négociateurs qu'on forme, et on en a un certain nombre en RAID, et moi je le fais toujours au bout de 9 ans de négociation RAID, c'est d'écrire notre premier contact. Ça peut sembler bizarre, mais on va l'écrire. Donc, ça fait des années qu'on cherche le bon premier contact avec vraiment chaque mot qui est pesé. Et donc, rien ne sort de cette salle, hein. Pas de photos, mais pas d'enregistrement non plus. Aujourd'hui, on est arrivé à une formule qui peut vous sembler bizarre comme ça, mais on va se présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Olivier. Je suis la personne ou le policier chargé de prendre contact avec vous. » Et on a été appelé parce que, et là il faut que j'arrive à calibrer vraiment le pourquoi je vais arriver, sans lui mettre trop la tête sous l'eau et sans minimiser mon rôle non plus, parce que sinon il va dire non mais ça on regarde pas la police, allez-vous-en, moi de toute façon je sortirai pas. Donc faut qu'on arrive en 2 phrases, en 30 secondes, à vraiment se faire accepter et utiliser vraiment des mots très simples, très pesés. Et au-delà des mots aussi, la manière de le dire. Il y a beaucoup de parallèles avec la médecine, avec le docteur Jousse. Moi, dans ce que j'entends, vous aussi, j'imagine que vous pesez chaque mot. Oui, alors c'est intéressant parce que pendant que Xavier et Mireille parlaient, moi, ce qui me semble le plus compliqué quand on est en conciliation, c'est quand le patient demande quelque chose que le médecin ne peut pas lui donner. C'est-à-dire que bien souvent, les patients peuvent nous demander que le médecin dise qu'il a fait un faux, que le médecin dise qu'il a fait une erreur. Et quand nous savons, nous, après avoir vu le dossier, que le médecin ne veut pas lui donner ça parce que c'est faux et que ça met le médecin en danger ou que ça ne va pas, et là, c'est arriver à trouver les mots et à trouver la situation. C'est un peu comme vous, quand vous avez quelqu'un dont tout était achevé, vous arrivez après, c'est de lui faire comprendre que de toute façon, il va falloir qu'il sorte, vous, ou qu'il va lâcher les armes. Nous, il va falloir qu'il comprenne qu'il doit céder quelque chose. Parce que le médecin ne peut pas aller dans ce sens-là et il n'obtiendra pas ce qu'il cherche. Alors la conciliation, ce sera dans le fait que le patient comprenne que non, ça, ce n'est pas possible. C'est le non. La façon de le dire, Xavier, hein, tu es d'accord, c'est peut-être le plus dur. Et je pense que ça rejoint un peu votre situation à vous. Et nous, on est un peu démunis, parce qu'on a juste notre bonne volonté, notre bonne empathie, mais quoi faire ? C'est intéressant parce que tout à l'heure, Geoffrey parlait de formation, de quelques points clés qui peuvent permettre de. Ouais. Est-ce que vous estimez, et n'hésitez pas après évidemment à poser des questions ou commentaires si vous en avez, est-ce que vous estimez que les médecins sont formés à tout ça ? Non, on n'est absolument pas formés à ça. On n'est pas formé à du refus parce que bien souvent, ça a changé, mais moi à mon époque, pas si lointaine mais quand même lointaine, le médecin n'était jamais mis en cause en fait. On ne mettait pas en cause la parole du médecin. La parole du médecin, c'est comme la parole du prêtre. À l'époque, c'était la vraie parole, la bonne parole. Heureusement que les patients ont pris la liberté de contredire ou de ne pas être d'accord ou de donner leur avis, et ça je pense que c'est très important, mais c'est aussi un positionnement différent du médecin. Donc dans nos études, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué, ce genre de choses. C'est le diktat du médecin, qu'il soit homme ou femme, hein, c'est pas patriarcal ou pas patriarcal, hein, c'est vraiment le médecin. Si on change de ce rôle, et malgré tout, non, on ne nous apprend pas les mots à éviter.
les paroles à ne pas dire, et on se rend compte parfois avec Xavier qu'on a dit un mot qui a été mal compris ou un ton qui était mal perçu, et ça c'est toute la difficulté. Et moi ce qui aurait été intéressant c'est de savoir mais comment vous les formez vous vos négociateurs? Passez le micro, il va répondre et après Xavier, vous reprendrez la parole, bien sûr. C'est une longue formation de 4 semaines qu'on dispense au siège du RAID à Bièvre, dans l'Essonne. Et on va vraiment apprendre, se concentrer vraiment sur ce premier contact et après apprendre tout le processus. Et je reviens complètement vers vous dans les mots à éviter. On a un tableau ou une feuille, nous, en négociation, 2 mots à ne surtout pas prononcer, qui sont des mots vraiment qui font bondir la personne en face. Au contraire, tout un tas, une autre feuille à côté, on fonctionne beaucoup par tableau de sujets favorables sur lesquels on va emmener la personne pour essayer de le détendre et de le faire se calmer un petit peu. Et vous pourriez vous donner des formations pour les médecins, par exemple. Ça n'arrête pas. Il y a une forte demande. Xavier Grafton, quand Dr Jousse parlait aussi à l'instant des ressemblances finalement qu'il peut y avoir entre les deux métiers et des formations. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes formé sur le tas ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris avec d'autres personnes? Alors, effectivement, les conciliations, le fait d'être conciliateur, je l'ai appris avec un autre conciliateur. D'accord. Et Voilà. qui lui-même l'avait appris d'un autre conciliateur. D'accord, oui. Donc, autrement dit, l'oral prime. C'est comme les bâtisseurs de cathédrales, c'est la même chose, ça se transmet. Et puis, avec l'expérience, petit à petit, on prend son envol. Les techniques, c'est essentiellement l'écoute. C'est essayer de comprendre ce que le plaignant a ressenti. Donc, il faut avoir un peu d'empathie vis-à-vis du plaignant quand ce n'est pas une plainte abusive. Parce que ça, c'est de plus en plus fréquent. Il y a des gens qui veulent se faire un médecin. Hein. Et d'autre part, également, essayer de comprendre ce qui s'est passé, s'il y a une faute du médecin, dans quelles circonstances c'est arrivé. Parce qu'il a pu être débordé, il peut être en burn-out, bon, voilà. Et donc, il faut essayer de trouver, en effet, les mots, rebondir sur certains points, sur certaines choses qui ont été dites, pour avancer et pour trouver cet accord. Demander au plaignant ce qu'il attend de cette conciliation, ce qu'il veut, la contrepartie. Hein? Voilà, donc c'est un peu la technique que l'on emploie. Madame Raffray, est-ce que vous voulez ajouter un point? Oui, alors moi, poser des questions dans la salle également. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, moi, j'ai été élevée à la PHP, à Paris. Et dès que j'ai eu la responsabilité d'une unité, on nous proposait d'intégrer l'école de management des hôpitaux de Paris. Et j'ai fait ça avec un grand intérêt parce que dans cette école de management, il y avait des choses très intéressantes sur la sécurité sociale, le système de soins, etc. et comment ça se passe en Europe, ailleurs. Mais il y avait surtout des formations au management, entre guillemets, par exemple, comment bien écouter, savoir mener une réunion, en donnant la parole à chacun, en écoutant tout le monde. Bon, ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, à Bordeaux, il y a quelques années, on a eu la chance d'avoir une formation à la médiation. L'idée étant à l'époque qu'on allait mettre en place un système de médiation pour les conflits entre médecins. Alors vous savez que les conflits entre médecins, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé à la table ronde tout à l'heure, mais ça existe. C'est compliqué. Et donc, on a eu un certain nombre de journées de formation à ça. Et j'ai eu la chance, avec un de mes collègues anesthésistes, de mener à bien une médiation entre 2 médecins qui se haïssaient et dont l'un s'apprêtait à quitter le CHU alors qu'il était
responsable de quelque chose qu'il était le seul à faire et qui était très important au CHU. Donc ils ne se parlaient pas, ils se crachaient dessus quand ils se croisaient dans les couloirs. Enfin, c'était l'horreur. L'horreur. Des choses trappes, enfin bref. Et en suivant très fidèlement les recommandations qui nous avaient été données au cours de cette formation, on a réussi à faire que cette médiation se termine extrêmement bien. Donc il y a eu plusieurs séances et on revenait, à tel point que l'année d'après, on a eu une lettre de remerciement qui était signée par les deux protagonistes en nous disant qu'ils avaient réussi à trouver un terrain d'entente, que le service fonctionnait maintenant très bien et qu'ils nous remerciaient. Et alors là, moi j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, bon ben ça marche. Oui. Ça marche. Et quand on m'a proposé de prendre la médiation à la CDU, bon, j'y suis allée assez confiante parce que pour en finir, c'est souvent moins difficile avec les patients qu'entre médecins. C'est possible. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur souhaite poser une question. N'hésitez pas à lever la main pour les autres commentaires ou questions. Merci. Juste une Dominique Dreux du Conseil de l'Ordre de l'Essonne. Vous avez parlé de compagnonnage. Hein, donc effectivement, on a tous appris en compagnon hein, ce rôle. Et je voulais juste insister sur un point qui est très difficile pour les conciliateurs, c'est de rester neutre. Et on l'a pas encore abordé ce sujet, c'est pour ça que je l'aborde. C'est-à-dire qu'effectivement, on a déjà notre a priori, peut-être parce qu'on a lu le dossier. Cet a priori peut être contrebalancé ou changé en fonction des échanges, etc. Mais dans tous les cas, une des grosses difficultés pour nous, conciliateurs, c'est de rester le plus neutre possible. Parce que notre objectif, c'est pas de donner raison à l'un ou à l'autre, c'est pas forcément d'aboutir à une conciliation d'ailleurs. Si on aboutit, les statistiques c'est très bien, mais pour ceux qui ne le savent pas, même s'ils concilient, nous derrière en plénière, si on constate que le patient a concilié mais qu'il y avait une vraie faute déontologique, la plainte sera quand même transmise. Mais cette notion de rester neutre et de rester dans cette position, elle est extrêmement... C'est compliqué, on est en équilibre permanent. C'est ça que je voulais souligner. Docteur Gratton, c'est vrai que c'est l'équilibre permanent, c'est difficile. Oui, hein. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut être le plus possible, enfin complètement impartiaux. Le temps de parole des uns et des autres, c'est important. La compréhension des deux parties, c'est important. Quand il y a un avocat qui est avec l'une des parties ou voire les deux, leur laisser un temps de parole, mais moins important que pour le plaignant et pour le médecin qui est attaqué, parce que sans ça, ça n'en finit pas. Et voilà, je crois que la neutralité, bien sûr, c'est fondamental. Je parlais tout à l'heure avec un conseiller qui me disait que à la fin de la conciliation, quand le PV de conciliation ou de non-conciliation a été signé et qu'il prenait du temps pour parler avec le médecin. C'est une question qui s'est posée dans notre CD parce que le plaignant, parfois, il est à côté, il n'est pas très loin et il se demande justement s'il n'y a pas eu, si on n'a pas été plus pour défendre le médecin et donc ça pose un problème. Et il faut savoir aussi que beaucoup de médecins arrivent en pensant que les conseillers vont le défendre. Eh bien oui. Et ça, c'est une chose aussi. C'est ça. Deux questions également, monsieur. Les deux, monsieur. En fait, pas une question, c'est une remarque. Je suis ancien du Conseil de l'Ordre du Val-de-Marne et à une époque, on avait la possibilité, les conditions étaient différentes, on pouvait recevoir le plaignant et le médecin dans nos cabinets. Hein, c'est une ancienne pratique. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on pouvait écouter un temps la personne, on écoutait ensuite la version du médecin, et j'ai eu des histoires, comme Madame Rinfret veut dire de tout à l'heure, de situations qui paraissaient absolument impossibles d'être réconciliées, mais au fur et à mesure qu'on écoutait, que chacun apportait ses arguments, et c'est là où effectivement il faut être neutre, il faut être indifférent au résultat, il faut être juste à l'écoute, mais être pleinement dans cette écoute, eh bien on finissait par je trouvais la brèche, et au moment où j'avais la brèche, je convoquais les deux, et la conciliation avait lieu. Et ça, malheureusement, le système d'aujourd'hui a des avantages
à la fois dans le temps, on va plus vite, mais ne laisse plus ce temps-là, qui, moi, me prenait quand même un peu plus de temps que ce qu'on fait aujourd'hui dans les conciliations. Voilà, Et on revient sur la question du temps qui a été abordée. Comment, docteur? Oui, il y en a d'autres. Il y a plusieurs personnes, docteur. Je m'en occupe. Allez-y. Je voulais vous demander, en termes de conciliation et de médiation, comment quantitativement évoluaient les choses? Parce qu'on parle beaucoup de l'augmentation des exigences des patients. Comment est-ce que vous voyez évoluer le nombre de demandes qui vous sont soumises? Qui veut répondre? Oui, docteur Jousse après. Voilà. Je vais répondre. Il y a une évolution sur les plaintes qui sont déposées dans les conseils de l'ordre départementaux. Il y a une inflation. Elles ne sont pas toutes justifiées malheureusement. Je pense que les personnes déposent plainte non pas bien souvent dans un bien fondé, juste pour dire un pour être entendu, deux parce qu'elles ne sont pas contentes. C'est parfois une première réaction. Alors ces plaintes n'aboutissent pas toutes finalement à une conciliation, parce qu'il y en a qui retirent leurs plaintes. On a juste noté au Conseil de l'Ordre national, puisque on a été sollicité par le Conseil national du barreau des avocats, comment nous faisions. Et ils nous ont demandé, mais attendez, vous recevez toutes les plaintes, vous instruisez toutes les plaintes, mais vous êtes submergés, puisqu'eux, ils font des sélections. Hein. On leur a dit, oui, mais la loi nous oblige à les entendre tous, à faire cette conciliation. Et on s'est rendu compte en regardant qu'à partir du moment, et c'est un peu, ce que je vais dire est peut-être un peu mesquin, mais à partir du moment où les 35 € qu'on demandait pour le dépôt de plainte a été enlevé, nous avons eu une augmentation des plaintes. C'est caractéristique. Enfin, il faut le dire. Hein. C'est comme ça. Ça a été, on a regardé l'année où les 35 € ont disparu, le nombre de plaintes a été à une augmentation considérable. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais je pense que les gens peut-être réfléchissaient un petit peu, est-ce que j'ai raison de porter plainte, pas raison, est-ce que ça va aboutir, pas aboutir. Là c'était vraiment, honnêtement c'est vraiment le marquage. Mais on est aussi dans une société où on est de plus en plus politisé, de plus en plus à redemander, on est de moins en moins dans l'attente, moins en moins dans la compréhension, dans l'immédiat. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Dans cette immédiateté, moi, je suis à SOS 92, rien à voir avec SOS médecin. Hein. Mais bon, moi, je vais chez les gens. J'ai en 27 ans d'exercice, parfois, je me demande si je ne suis pas le livreur de pizza, en fait. Et je leur dis parfois aux patients, désolé, oui, je comprends, je m'excuse de mon retard, oui, je m'excuse, mais voilà. Et bien souvent, j'ai envie de leur dire, parce que je suis en colère, je ne suis pas le livreur, hein, moi, mais je ne le dis pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout est sur un plateau, tout est dû, tout doit être maintenant. Et ça, c'est la société. On n'y peut rien, il faut qu'on fasse avec. Parce que sinon, on ira de plus en plus en conflit avec nos patients. Ça rejoint peut-être aussi une question... Oui, allez-y. Juste un mot. Il y a de plus en plus de plaintes, mais il y a de plus en plus de doléances. Et les doléances, pour qu'elles n'aboutissent pas à une plainte, eh bien, il faut un travail important. Je fais prochainement un topo sur les plaintes. Par exemple, alors j'ai plus exactement en tête les chiffres, mais grosso modo c'est ça. Dans le 92, sur les 3 dernières années, il y en avait d'abord 88, c'est passé à 94, on en est à 109. C'est pour vous dire, en 3 ans, l'évolution. Hein, voilà. Il y avait des questions. Monsieur, vous avez levé la main également, et je crois que monsieur également, hein, juste après. Oui, c'est pour souligner que dans le système juridique français, c'est un des seuls endroits où il n'y a pas de classement possible, classement sans suite possible. Et je pense que ça serait bien que le président de la chambre disciplinaire puisse éventuellement analyser les plaintes avant qu'elles soient instruites. Une autre chose qui est importante, c'est que il y a une évolution. Je suis Bruno Clandreau, je suis président de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai beaucoup fait de conciliation avec un certain plaisir quand on réussit une conciliation. Je dirais, c'est un côté un peu ludique d'arriver à faire concilier les gens, comme le soulignait Muriel Renfray. On a l'impression qu'on a servi à quelque chose. Et donc maintenant, depuis peu de temps, la conciliation est une bulle de confidentialité, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est dit en conciliation ne pourra pas être utilisé dans la suite de la plainte. Et c'est la seule partie orale de la plainte, puisque la plainte, elle est écrite. Et après, c'est des échanges de mémoire. Au niveau de la chambre disciplinaire, il n'y a plus d'oralité. Et c'est vrai que les avocats ont tendance souvent à prendre la conciliation
pour le lieu d'une plaidoirie et que les conciliations où les avocats sont présents sont souvent les plus inefficaces. Merci. Juste derrière vous, voilà, monsieur, vous avez un micro. Bonjour, Christophe Gattuso, journaliste. J'avais une question. Dans la conciliation, est-ce qu'il arrive que, du fait qu'il y ait 2 médecins, est-ce qu'il arrive quand même que ça puisse porter préjudice à la conciliation? Est-ce qu'il vous arrive de faire des recours à des tiers dans cette conciliation? Et puis, je voulais savoir aussi, tout bêtement, quand la conciliation ne marche pas, quelle est l'issue, comment se passent les procédures ensuite? Quand une conciliation n'aboutit pas, ça finit en chambre disciplinaire de première instance, qui est la première chambre, la première juridiction. Il faut savoir que la conciliation n'est pas une juridiction. On est juste là pour que 2 personnes se rencontrent et émettent leur grief et qu'il y ait une réponse. Donc le plaignant est libre à tout moment de dire « ça ne m'intéresse pas, moi je veux qu'il y ait une sanction disciplinaire pour ce médecin ». D'accord? Ou entre médecins, hein, parce qu'on parle des patients, mais entre médecins, c'est pareil, hein, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que vraiment, le rôle du CD est primordial. Le rôle du conseil départemental, je dirais que c'est vraiment l'élément fondateur pour que le patient rencontre le médecin, ou 2 médecins se rencontrent quand tout va mal. Et donc cette instance, cette bulle de confidentialité, puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser ce qui se passe dans la procédure qui ira en chambre disciplinaire. Donc c'est vraiment le secret de l'alcôve. Enfin, c'est vraiment, voilà, il faut parler en toute liberté. Tout ce qu'on dira, aussi bien le médecin que le patient, ne sera pas retenu contre lui par la suite. Hein, ce n'est que les écrits et les réponses. Et c'est vraiment primordial. Donc le devenir d'une plainte qui n'a pas abouti est la chambre disciplinaire en première instance. Mais comme l'a souligné le docteur Dreux, ce n'est pas parce qu'on a concilié ou pas concilié que la plainte aura une suite. Comme on explique au plaignant, il peut à tout moment changer d'avis, revenir sur sa décision, qu'elle soit dans la conciliation ou dans la non-conciliation. C'est-à-dire que la liberté, elle est totale. Et le rôle du conciliateur en chambre disciplinaire, et là-dessus, avec Xavier, on met un honneur à ce niveau-là, c'est qu'à aucun moment, on ne va dire vous faites ci, vous faites ça. On est juste là, comme on dit, pour saisir parfois certaines paroles, certaines expressions pour pouvoir arriver à ce qu'ils se parlent. Mais leur décision, elle est vraiment la leur, aussi bien du patient que du médecin. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de décision du CD pour aller dans un sens ou dans un autre. Il nous arrive même quand il y a des plaintes d'agression sexuelle ou autre, lorsque les plaignantes ont quelque mal à leur dire, même si c'est une obligation de faire cette réunion de conciliation, c'est dans la loi, on ne peut pas l'éviter, hein, on ne peut pas. Les associations de victimes nous demandent, non, on ne peut pas, c'est législatif. Mais par contre, on peut très bien dire à nos plaignantes, vous n'êtes pas obligé de venir, et le médecin incriminé n'est pas obligé de venir. Ça, c'est une liberté totale, et vous pouvez venir accompagner. C'est-à-dire qu'un plaignant peut venir accompagner son avocat, de son père, de sa mère, de son médecin traitant, de son ami, d'une association. C'est son entière liberté. Il a vraiment une espèce de liberté totale. Et je pense que c'est vraiment primordial que cela existe. Et je vois que dans certaines chambres d'autres métiers où ça n'existe pas, eh bien, je pense que ça manque. Même si ça prend du temps. On a nous, énormément de séances, 3 demi-journées par semaine dans le 92. Vous imaginez que ça fait quand même pas mal de plaintes à traiter. Mais une plainte, on peut rester parfois avec Xavier, on est parfois resté presque 1h30, 2 heures sur une même plainte, parce que les gens avaient des choses à dire. Et qu'on ne va pas les arrêter parce qu'au bout d'une demi-heure, on a envie de passer à autre chose. Donc c'est vraiment un élément, ce moment de négociation, il est primordial. Je pense que vous aussi, au RAID, doit prendre le temps que ça prend. C'est ça. La difficulté que parfois on a, c'est de savoir à quel moment c'est fini, à quel moment on sait qu'on n'arrivera à plus rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Toucher le moment ultime où on doit dire c'est terminé. Voilà. On ne peut plus rien faire. Et je pense que vous, au RAID, c'est pareil, à un moment donné, il faut arrêter. Et ça serait juste après, je vous donne la parole à Madame Rinfret, mais ça serait intéressant de vous entendre. Est-ce que vous aussi, ce moment où ça s'arrête, comment est-ce que vous le savez? Eh bien, néanmoins, deux secondes. Néanmoins, la semaine dernière, nous avons fait un PV de non-conciliation. Et il a suffi d'un mot et tout a changé. On a fait un PV de conciliation. Donc, pourquoi le mot peut changer. Et on n'oublie pas Geoffrey Post également, qui est en visio avec nous.
Oui, non, on arrive à savoir assez vite si on va devoir utiliser un mode un petit peu plus sportif et dynamique quand la négo commence vraiment à tourner en rond. Donc c'est vraiment la personne nous fait clairement comprendre qu'il ne sortira pas. Mais bon, on a passé du temps à l'écouter, on a essayé de faire preuve de beaucoup, on a fait preuve de beaucoup d'empathie. Et malgré ça, la personne nous dit non, mais je ne sortirai pas de toute façon vivant. Il y a un mot qui fait tilt, il y a quelque chose qui là, vous savez, ça ira pas plus loin. Non, c'est plus une réitération du je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir. Donc ce qu'on fait maintenant, ce qui est pas mal, c'est ça s'est bien rentré dans la tête de nos chefs, c'est explosion de la porte, mais rien ne bouge, en tout cas sur les 4 forcenés, et on reprend contact à l'issue en disant voilà, moi je vous ai prévenu, moi je suis là pour que ça se passe bien. Mais vous voyez, mon chef attend quand même des comptes. Donc oui, ça prend du temps. Nous, souvent, quand on intervient, du coup, il y a tout un quartier qui est bloqué, une rue entière qui est vidée, interdite à la circulation. Donc selon l'heure et le quartier, ça peut vite mettre le bazar. Donc j'ai une contrainte de temps quand même qui pèse sur mes épaules. Et donc voilà, le fait de lui montrer qu'on est déterminé, de toute façon, ne partira pas. Nous, ça peut, pareil, changer de non-conciliation à une conciliation, d'une non-reddition à une reddition. Ouais. Madame Raffray, puis après on va écouter quand même Geoffrey Post qui oui, je voulais rebondir là. sur ce que disait le docteur Jousse tout à l'heure. Il faut voir du positif. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où on se plaint beaucoup. Le barreau des avocats constate la même chose. Les avocats sont agressés dans leur cabinet. Mais le positif pour moi, c'est quand même, ça fait vivre la démocratie en santé. Et je pense qu'en particulier à l'hôpital, les patients se sont bien maintenant imprégnés de ce que la loi leur permettait de faire, de dire, de poser comme question. Et effectivement, entre 2023 et 2025 au CHU de Bordeaux, le nombre de réunions de médiation a doublé. J'en faisais 1 par mois, maintenant c'est 2 par mois. En 2 ans, ça a doublé. Au Conseil de l'Ordre, c'est pareil. On a 4 plaintes toutes les semaines et une dizaine de signalements ou doléances. C'est énorme. Donc ça demande beaucoup de temps. Nous, on a du mal à trouver des dates entre conciliateurs, parce que voilà. Mais c'est quelque chose c'est une force vive, hein, quand même. Alors après, il y a des gens qui portent plainte pour porter plainte, ça c'est insupportable. Il y a des plaintes abusives. Bon, souvent maintenant à la CDPI, on les fait payer. Je trouve que c'est très bien. Plainte abusive. Mais c'est quand même pas la majorité, heureusement. Geoffrey Post, vous avez entendu cette notion de dégradation du nombre de plaintes. C'est le phénomène de société que vous aussi, vous entrevoyez? Alors, ce que j'entends, en tout cas, c'est une libération de la parole, que les patients osent peut-être davantage porter plainte, et dans cette libération de la parole, forcément, il y a son lot d'abuseurs, comme toujours, mais il y a aussi des personnes abusées qui, enfin, prennent la parole parce que il y a des médecins qui fautent, et souvent beaucoup de patients qui sont abusés ou qui sont victimes d'agissements de certains confrères qui peuvent être aussi mal intentionnés n'osent pas toujours parler par peur. Non mais vous vous rendez pas compte, moi toxico, vous croyez que j'ai une chance de parler de ce qui s'est passé face à lui qui est médecin? C'est très difficile pour des patients de libérer cette parole, surtout dans mon domaine, qui est la psychiatrie, où les patients doutent de leur état mental en se disant « Non, mais il s'est endormi devant moi et ensuite il m'a crié dessus, mais c'est peut-être que c'est ma faute, hein, je l'ai énervé. » Donc, pris dans certains schémas, certaines personnes n'osent pas parler. Et donc, dans cette augmentation, il faut aussi entendre donc, cette libération de la parole. Moi, je l'entends aussi comme ça. C'est pas qu'il y a plus forcément d'erreurs. Après, je pose des hypothèses, je vous donne mon intuition, mais pour dire vrai, j'en sais rien. J'ai pas les chiffres devant moi, donc je suis un peu limité par rapport à ça. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse trouver des lieux où on se parle, des lieux de conciliation, des lieux où on peut redonner un espace de parole et de choix aux patients. Donc, où l'idée n'est pas forcément de revenir sur ce qui s'est passé. On ne va pas le réparer, on ne va pas changer le passé. Par contre, on peut faire quelque chose pour la suite. Et donc, c'est un peu cette idée de « Ok, ça a eu lieu, ok, c'était pas top, c'était même nul, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette chose nulle qui s'est passée aujourd'hui? Comment on va sublimer ça ?» Et là, on crée un espace dans
dans l'avenir, dans la prospective, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et là, on peut offrir le choix aux différents participants. Aux médecins, vous avez la possibilité aussi de présenter vos excuses. Aux patients aussi, vous avez la possibilité de ne pas donner suite à ce moment-là. Cela dit, ça a été entendu. Est-ce que c'était bien ce que vous cherchez? Et donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle aussi avec des situations hors conciliation, pour le coup, que j'ai vécues à l'hôpital, où j'arrivais en chambre d'isolement avec des patients en crise, où ça m'a amusé les propos du commandant Olivier qui disait bonjour, je m'appelle Olivier. Moi, c'était la même chose. Bonjour, je suis le médecin chargé de vous accueillir. Je me présente, je suis le docteur Post et mon rôle est justement d'évaluer quel traitement on doit vous mettre en place. Et on pose assez rapidement le cadre. C'est pas, il y aura pas de, il faudra mettre en place un traitement parce qu'il y a une agitation, mais on va redonner aux patients la possibilité de choisir soit le choix d'une version injectable ou d'une version par voie orale. C'est quand même une violence pour le patient qui n'est pas d'accord, mais on va même dans ce lien qui est vraiment malmené et qui est tenu. Enfin, moi, j'ai l'image d'une sorte d'un tendon où il y a une entorse et en fait, on se retrouve avec énormément de fibres rompues. On ne va pas essayer de renouer les fibres qui sont rompues, on va essayer de renforcer la fibre qui tient encore bon. Et c'est comme ça que les kinés y s'y prennent d'ailleurs. Donc, on va essayer de retravailler ce lien aussi tenu soit-il pour nouveau le renforcer. Ah, vous êtes d'accord de prendre le traitement par voie orale, je vais être à vos côtés. Et s'il se passe quoi que ce soit, vous appelez et je reviens. C'est cette idée de donner le choix et d'accompagner la mise en place de ce choix, de cette prospective. Merci Geoffrey. On va prendre 2 questions. Il y a Barbara Menondo qui est là et Madame juste après, et après on amorcera la conclusion. Je vous en prie. Pardon, parce que j'ai 2 questions. Mais je vais faire deux en un. Ma première question, c'est en fait quelque chose que je ne connais pas, mais donc je suis psychiatre aussi. Et j'entends souvent, on est parfois aussi, on subit des violences parce on a des patients agités. Et j'entends souvent, tu peux porter plainte. C'est-à-dire l'équipe dit... Et donc je me demandais si ces conciliations... Parce que après je me disais, mais du coup quand on dit porter plainte, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que c'est à la police, je ne sais pas. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que ça existe, qu'en fait là, ce soit le médecin qui sollicite une conciliation avec le patient. Enfin voilà, je me demandais dans ce sens-là si c'était possible. Et vous aviez une deuxième question. Et ma deuxième question, je l'enchaîne, c'est je me dis, donc là c'est plutôt dans les violences aussi qui se font entre nous. Donc je trouve qu'en institution, il y en a beaucoup des violences, des fois entre les services, ou quand on est psychiatre avec les services de somatique, des urgences, il y a beaucoup de mésententes, c'est compliqué. Et je me disais, est-ce qu'il faut attendre forcément la faute, le truc qui a vraiment débordé pour se dire, tiens, il faudrait une conciliation? Est-ce qu'on pourrait imaginer, à certains moments, de venir avant que ça dégénère complètement pour rétablir les liens qui sont fragilisés? Alors, entre médecins, je crois que dans le Code de santé publique, il y a une obligation de médiation entre médecins quand ça ne va pas, avant de passer à une plainte contre un collègue. Donc, en fait, oui, on peut demander au Conseil de l'Ordre, ça arrive dans les lettres de médiation, ça arrive que 2 collègues qui ne s'entendent pas pour des raisons X, Y demandent la médiation du Conseil de l'Ordre. Ça existe. Donc, il faut le savoir. Et ça marche très bien, comme dit le docteur Grapton. Ça permet, pareil, d'avoir des pairs qui nous écoutent dans un lieu neutre, qui ne soit pas dans le lieu du conflit, et les choses sont mises à place. Et souvent, comme disait Myriel tout à l'heure, on trouve une solution. Ça, c'est une chose. Le médecin qui porte plainte contre un patient pour violence, ça se passe au commissariat. Et nous, à l'Ordre, on milite dans les conseils de l'Ordre. Il y a des commissions pour les violences faites aux médecins. Et nous, on milite pour que les médecins portent plainte, le signal. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a le fait de porter plainte, et puis il y a l'entraide. Il faut savoir que le Conseil de l'Ordre met en place de l'entraide pour les médecins agressés. Ça peut être de l'entraide psychologique. Il y a des numéros appelés, des psychologues appelés. C'est l'entraide, parfois les cabinets sont dévastés, c'est l'entraide financière pour aider ce collègue à reconstruire son cabinet. Et ça, je pense que les médecins ont oublié cela. Ils ont oublié qu'ils ont un Conseil de l'Ordre qui est là pour les aider. Et ils ont oublié aussi de dire que porter plainte, parfois on hésite à porter plainte contre son patient, on lui trouve souvent des excuses. Mais le problème, c'est porter plainte, c'est peut-être aussi dire au patient, ce que vous avez fait, ce n'est pas tolérable. C'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Sinon, nous ne sommes plus en lien. Ça veut dire que je ne peux plus vous faire confiance et je ne pourrai plus vous suivre de toute façon. Et donc, il faut porter plainte. Et ce n'est pas une main courante, parce que ça ne sert à rien.
Alors les services, il y a des lignes qui sont dédiées pour les professionnels de santé, que les conseils de l'ordre ont à vos disponibilités pour faciliter cette plainte. J'avais sollicité M. Pradal, la loi Pradal, qui est celle qui permet aux médecins de porter plainte via leur conseil de l'ordre ou les URPS pour ne pas eux-mêmes donner leur adresse et porter plainte. Il est présenté ses excuses, il est occupé là, mais c'est une grande avancée pour les médecins. Et je pense qu'il faut qu'on en fait, parce que si on veut se faire respecter, c'est aussi savoir dire à un moment à un patient, là, vous avez dépassé les limites. Parce que médiation, conciliation, oui, moi je suis tout à fait là-dedans. Et parfois, quand le patient dépasse, quand le patient entrave cette règle et ne va plus loin, on a l'obligation, je pense, en tant que médecin, de le signaler. Mais entre collègues, il y a la médiation au Conseil de l'ordre. Tout à fait. Madame, vous attendiez depuis tout à l'heure, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci à tous pour vos interventions extrêmement intéressantes et complémentaires. Moi, je voulais juste poser la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, pour faire le lien finalement entre ce qu'on s'est dit sur les tables rondes de ce matin par rapport à la formation des étudiants sur la relation médecin-malade, colloque singulier. Peut-être à la fois on a eu plein d'exemples très positifs, encourageants, et en même temps un peu le constat qu'on avait des fois du mal à les embarquer puisque les études montrent que plutôt ils perdent de l'empathie alors qu'on voudrait qu'ils en gagnent. Du coup, on revient sur l'évolution sociétale, mais là pas par le bout du patient, mais par le bout du médecin, c'est-à-dire ses conditions d'exercice ont énormément changé. On est dans une société beaucoup plus stressée et du coup beaucoup plus stressante. Et je voulais savoir s'il y avait des études entre le lien qu'on pourrait faire entre les conditions d'exercice du médecin, la difficulté à prendre du temps dans la relation avec son patient et finalement cette augmentation des plaintes qu'on peut relier évidemment à une société stressante et stressée qui va vite monter dans l'agressivité, mais aussi au fait que dans ce colloque de relations médecin-malade, on a perdu peut-être des choses et que ces choses finalement on vient par la plainte les réclamer. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est votre vécu? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Les études, il y en a. Si je dois répondre de façon rapide et simple, je pense qu'à un moment donné, le médecin doit avoir confiance en lui-même, avoir confiance en ce qu'il sait, ce qu'il donne à son patient et ce qu'il doit lui donner. On a toujours l'excuse du temps, je l'ai dit tout à l'heure, le temps. Oui, on court tous après le temps. Il y a 20 ans aussi, il y avait le temps. Il y a 30 ans aussi, il y avait le temps. Et je pense que malheureusement, si chaque médecin lui-même ne prend pas conscience de ce qu'il veut donner à son patient et comment il veut conduire sa consultation et son temps, personne ne le fera à sa place. On pourra lui donner tous les moyens, toutes les techniques, tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Moi, ce que je veux, c'est que les étudiants aient les techniques, que les étudiants sachent que ça existe et qu'ils doivent s'en saisir. Mais s'ils ne veulent pas, si le médecin ne veut pas, si le médecin veut courir après le temps, il continuera à courir après le temps. Et oui, en effet, je pense que c'est une question de mentalité, question de pratique. Et ça, il faut faire avec, il faut adapter notre prise en charge de notre patient en fonction de ce temps qui nous manque peut-être. On est peut-être submergé, mais chacun doit le faire en son âme et conscience. Commandant Olivier, moi j'ai entendu pas mal de choses de dégradation de liens, là aussi, de phénomènes de société. Et vous aussi, j'imagine que vous avez cette résonance parce que vous êtes quand même au cœur de la compréhension de la société. Alors sans faire de côté alarmiste, mais est-ce qu'on peut, en conclusion, avoir une notion de cette société aujourd'hui ? Alors moi, j'ai pas à mon niveau d'explosion de cas, en tout cas, et je dirais que ça va peut-être vous choquer, mais le nombre d'interventions du RAID et du négociateur du RAID est en nette diminution ces dernières années. C'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, encore une fois, ça concerne que les cas vraiment extrêmes de prise d'otages et de forcenés armés d'armes à feu. Après, moi, ce qui m'inquiète dans l'autre sens, c'est que je reçois toutes les semaines des demandes de formation à la désescalade des conflits. Donc, je vous disais tout à l'heure, ça fait 5 ans qu'on forme les élus. Il y a 2 ans, on m'a demandé de former les huissiers des finances publiques. Et puis là, chaque semaine, en fait, je reçois dans l'éducation nationale. Madame Rinfray parlait du barreau. On a fait une conférence au barreau d'un département de Grande Couronne il y a quelques mois, et un autre département de la Grande Couronne nous a demandé, on y va vendredi. La semaine dernière, j'étais Clermont-Ferrand pour l'URSSAF. Il y a eu une compagnie aérienne qui nous demande aussi de former ses PNC. C'est tout le monde. En fait, toute personne qui est en lien avec du public
Alors je pense pas que ce soit un ressenti pour le coup, est vraiment susceptible d'être agressé, et ça va très vite. C'est peut-être aussi une prise de conscience du fait de devoir se former, ou est-ce que c'est le phénomène de société qui nous impose? Peut-être, mais un équilibre là non, aussi. mais je rejoins complètement Madame dans la société stressante et stressée où même nous on prend pas. Enfin, moi je vois à la maison après une journée pénible au boulot, je prends pas le temps d'écouter ni Madame ni les enfants, et des fois ça arrive à des impasses. Faut engager une conciliation après, c'est compliqué. Mais voilà, ne serait-ce que se poser sur le canapé et dire oui mon chéri ou oui chérie, raconte-moi ta journée qui a l'air d'avoir été terrible, alors que moi je viens de sauver 2 otages et un suicidaire qui voulait se mettre une balle dans la bouche, mais vas-y, raconte-moi ta journée qui a l'air d'avoir été compliquée. Voilà. Je pense qu'il faut prendre le temps, et ça, on l'a fait. Tous des compromis. Hein. Alors, vous avez une question? Je vous en prie, après oui, on entendra nos observateurs. Sandy Bonin, journaliste pour Egora. Comment lutter contre les plaintes abusives, et que se passe-t-il quand les plaignants ne viennent pas aux conciliations, et est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de plaignants qui ne se rendent pas aux conciliations? Alors, on ne peut pas lutter contre une plainte abusive puisque le droit de chaque citoyen est de porter plainte. Donc chacun est en droit de porter plainte. Depuis quelques années, on a eu du mal. Ça a été quelque chose qui a été difficile à admettre dans les chambres disciplinaires de première instance, de se dire qu'on pouvait aussi pénaliser le plaignant qui portait plainte de façon abusive, patient ou médecin, hein, attention, hein, on parle bien du plaignant quel que soit son statut, en mettant une pénalité financière. Voilà, c'est la seule façon qu'on a de faire. Et avant d'en arriver là, il faut vraiment qu'on ait estimé qu'il avait outrepassé son droit de porter plainte, en sachant qu'une plainte ne peut être abusive que si le motif n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'on peut porter plainte contre quelqu'un, même si nous on estime que vraiment il exagère, le médecin n'a rien fait, c'est son droit. Par contre, s'il prend des motifs qui ne sont pas de réels motifs, où on voit que le patient veut porter préjudice au médecin en portant plainte, là, ça sera une plainte abusive. C'est vraiment le fait qu'il y ait une volonté de porter un préjudice au médecin, de façon anormale et sans vraie raison. Voilà, c'est ça le motif. Moi, je vais en chambre nationale disciplinaire. Quand on a des condamnations pour plainte abusive en chambre de première instance qui arrivent au national, puisque souvent les patients, les médecins font appel non pas par la décision de rejet, mais à cause de la pénalité financière. La question que l'on se pose par rapport à la chambre de première instance au national, c'est se dire, est-ce que le motif de la plainte était légitime, même si c'était pas, c'était pas franchement utile, ou est-ce que le patient ou le collègue a voulu porter préjudice au médecin en portant plainte volontairement? Et là, c'est une plainte abusive. Sinon, ce n'est pas une plainte abusive. Alors, vous avez demandé s'il y avait de plus en plus de carences, et il y a en effet, le nombre de carences augmente. Alors, la chambre disciplinaire, il faut savoir que c'est un magistrat qui statue, hein, d'accord ? Il est entouré de médecins régionaux, ordinaux qui ont été élus, qui posent des tas de questions, mais c'est le magistrat qui statue sur la plainte, sur la sanction pour le médecin ou vis-à-vis du plaignant si la plainte a été considérée comme abusive. On a une dernière question et après je donnerai la parole à Eric Fiat pour la conclusion. C'est une question pour Dr Post. Qui a parlé de la prévention primaire et secondaire. Et est-ce qu'il peut dire 2 mots sur la prévention tertiaire Geoffrey Post. Bien vu, il manquait la prévention tertiaire, tout à fait. Je ne vous entends pas. Allez-y. Là, vous m'entendez? Allez-y. Vous me recevez? Parfaitement. D'accord. Bien vu, effectivement, il manquait la prévention tertiaire. Et ça, c'est quand l'agression a eu lieu. Qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, c'est important déjà de ne pas rester seul et donc de faire appel à l'aide, à un confrère, rien que pour peut-être rédiger un certificat de coups et blessures quand ça s'avère nécessaire, de contacter également l'ordre. Nous avons au sein de notre département un contrat avec un avocat qui va accompagner le médecin pour porter plainte, pour l'aider dans toutes les démarches.
Il s'agit aussi d'obtenir l'aide des confrères, surtout ne pas s'automédiquer. C'est vraiment le point sur lequel on va le plus insister parce que le plus grand risque serait de s'automédiquer, typiquement de prendre des sédatifs, de fuir le souvenir de l'agression, ce qui viendrait chroniciser la blessure psychique. Peut-être même des blessures physiques si elles ne sont pas prises en charge. Donc c'est vraiment important de ne pas rester seul. Donc là, on va être surtout sur tout ce qui relève de comment est-ce qu'on fait pour que cette blessure, occasionnée à l'occasion d'une interaction avec un patient, ne vienne pas se chroniciser. Et on peut aller même un peu plus loin, hein, pas juste dans une logique de trouble stress post-traumatique, mais on peut aussi réfléchir à toutes ces micro-blessures morales qui peuvent être infligées à l'occasion de notre exercice quand on est en conflit de valeurs, soit parce qu'on exerce dans un établissement qui ne nous laisse pas le temps, ou qu'on exerce dans des conditions où on ne se prend pas suffisamment le temps pour soigner les patients tels qu'on le souhaiterait. Et ça aussi, c'est un risque de blessure pour nous. Et là encore, charge à nous de venir nous réparer. Et donc, il y a des formations, il y a des ouvrages qui sont dédiés à entretenir sa vitalité d'aidant. Merci Geoffrey Post. On va, s'il vous plaît, passer à la conclusion de notre observateur. Non, c'est bon. Alors, Eric Fiat, vous avez entendu tous les débats depuis ce matin, vous avez participé également à ces débats. Quelle conclusion globale pouvez-vous tirer? Asseyez-vous avec nous, venez. C'est plus sympa pour notre public. Merci. En quelques minutes. Alors, me demander de synthétiser une journée si riche, c'est dur, mais c'est me lancer un défi, cher Michael. Et ma première tentation était de vous proposer en parole de synthèse une parole toute simple. Quelle journée! Quelle belle journée! Mais je sens que je ne vous satisferais pas si je me contentais de ce mot. Et après tout, les défis, comme les gants, sont faits pour être relevés. Et de même qu'on ne serait pas un gentleman si on ne relevait pas le gant qu'a fait tomber la marquise, de même on ne serait pas philosophe si on n'essayait pas un mot de synthèse. Et je vais vous en proposer quelques-uns assez courts. Après que, cela m'importe, j'aurais rendu hommage à votre façon d'avoir animé cette journée. Gentil, merci beaucoup. Merci messieurs, dames. Ça me touche beaucoup. Parce que de plus en plus, alors vous n'êtes pas journaliste, mais enfin, quand on demande à un journaliste d'animer un débat, très souvent, vous avez à peine commencé de parler qu'il vous coupe la parole. Votre façon de donner la parole est pleine de respect, pleine de souplesse. Vous avez aussi l'art de respecter le temps sans blesser l'orateur. Au fond, vous avez une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que vous avez avec beaucoup de souplesse parfaitement respecté le temps, parfaitement respecté l'égalité des paroles, sans que ça se sente trop. Vraiment, je tenais à vous remercier. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Merci. Alors, quelques mots. Le premier est un mot du grand romancier tchèque Milan Kundera, qui écrit dans un de ses beaux romans la phrase suivante. « Les plus grands malheurs ne viennent pas des conflits entre les hommes, mais du désir de les en libérer à tout jamais. » Les plus grands malheurs ne viennent pas des conflits entre les hommes, mais du désir de les en libérer à tout jamais. Il n'est pas possible de supprimer le conflit. Dans toute société humaine, il y a une part de conflictualité et je me méfierais beaucoup de l'utopisme qui nous donnerait le moyen de supprimer le conflit de la relation médecin-patient. Nous sommes là pour essayer d'en diminuer la quantité, mais elle existera toujours parce que si la relation médecin-patient a ses jours lumineux, elle a aussi ses jours sombres. Je pense que la relation médecin-patient n'est pas exactement la même ce jour-ci et ce jour-là. Je vous invite à réfléchir à 2 journées un peu prototypiques du médecin, ce jour-ci, ce jour-là. Ce jour-ci, notre médecin s'est réveillé de fort bonne humeur. Elle avait très bien dormi. Elle ouvre la fenêtre, elle voit que le temps est exactement ce qu'elle avait envie qu'il fût, qu'il fait beau aujourd'hui à Paris ou à Grenoble. Le petit déjeuner avec son conjoint
ou sa conjointe se passe dans un climat d'harmonie. Mon chéri, envoie-moi des textos. Il y a un côté ami ricoré, vous voyez. Elle se prépare pour se rendre à son cabinet ou à son CHU. Il fait beau. Elle vit la vie comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Elle aime son métier, s'y sent reconnue. Sur le chemin qui la conduit au cabinet ou au CHU, un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive là où il fait son beau métier de médecin et l'attend un patient plein de reconnaissance, plein de gratitude. Je vous remercierai jamais assez, docteur, pour ce que vous faites pour moi. Eh bien, ce jour-ci, la relation médecin-patient n'est qu'harmonie et le médecin trouvera les moyens de l'empathie, les moyens de ce que Kant appelle l'exercice de la pensée élargie, c'est-à-dire essayer de voir la réalité d'un autre point de vue que le sien spontané. Oui, il y a ce jour-ci, mais il y a aussi ce jour-là, où notre médecin s'est réveillée fatiguée, encore plus fatiguée qu'elle ne s'était couchée, car elle a connu des moments d'insomnie. Vous savez ce que Baudelaire nomme ces vagues terreurs de nos affreuses nuits, qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Elle se réveille fatiguée, elle ouvre la fenêtre, elle voit que le temps n'est pas du tout ce qu'elle aurait aimé qu'il fût. Il fait un temps épouvantable à Grenoble ou à Paris. Le petit déjeuner avec le conjoint déjà manifeste des tensions. Quoi, ta mère vient encore dimanche? Et toi, ton frère qui n'apporte jamais aucun cadeau. Elle va au miroir et ne s'y aime guère. Vous savez, Cocteau a dit « Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image ». Cela n'est pas genré, hein, homme ou femme. Bon, elle est fatiguée, d'une mauvaise fatigue. Elle va se prépare pour se rendre à son cabinet ou à son CHU. Très vite, elle a affaire à ce que Jean Genot appelle le démon mesquin, toutes les petits emmerdements de la vie qui, mis bout à bout, créent une grande fatigue. Je prends un parapluie, non, j'en prends pas. Et il pleut. Elle manque son bus de très très peu. Les clés tombent dans la doublure, elle n'arrive pas à la récupérer. Aucun inconnu ne lui offre des fleurs, ce que vous regardant, je trouve scandaleux, mais c'est ainsi. Elle arrive fatiguée à son lieu d'exercice et ne l'attend pas le patient gratifiant de la veille, mais un patient qui n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que par l'agressivité. Alors la souffrance ne légitime pas l'agressivité, mais ce qu'on ne saurait légitimer, on peut essayer de le comprendre, vous voyez. Eh bien, quand la relation médecin-patient n'est pas un beau matin de mai, la rencontre d'une forme et d'une gratitude, mais un triste après-midi pluvieux de novembre, la rencontre d'une fatigue, d'une mauvaise fatigue du côté du médecin et d'une agressivité du côté du patient, alors là, les chemins de la confiance sont évidemment beaucoup plus difficiles à trouver. Oui, il faut parler de cette fatigue, parfois de cet épuisement de beaucoup de médecins d'aujourd'hui. Essayez de pratiquer les vertus d'Aristote quand vous êtes épuisé de fatigue. La patience, l'altruisme, l'écoute, le courage, vous voyez. La fatigue, ça vous transforme en quelques années un prince charmant en mari. C'est-à-dire que celui qui était plein d'attention, eh bien, oublie les anniversaires, et même quand il fait un cadeau le jour de la Saint-Valentin, on sent que c'est plus pour avoir la paix que dans le désir de manifester une libido intacte. La violence, en effet, n'a d'autre origine que cette capacité que nous avons de nous enraciner dans notre point de vue sur les choses, vous voyez. Cette agilité dont un certain nombre des orateurs ont fait la publicité, ce que Kant appelle l'exercice de la pensée élargie, voir la réalité d'un autre point de vue que le sien, cela suppose une certaine forme qui nous manque lorsque nous sommes fatigués, vous voyez. Oui, la violence n'a d'autre origine que cette façon que nous avons de nous enquister dans notre point de vue sur les choses. Il suffirait, pensons à un conflit qui, moi, m'a toujours désolé et me désolera jusqu'à ma mort, parce que les Israéliens et les Palestiniens ont des droits. Mais il suffirait que certains Israéliens essaient de voir la réalité du point de vue palestinien. Il suffirait que certains Palestiniens essaient de voir la réalité du point de vue d'Israéliens et la parole reprendrait, mais elle ne reprend pas, vous voyez. Eh bien oui, pour continuer d'être comme nous voulons être, à l'écoute, empathique, élargissant notre mentalité, quand nous sommes épuisés de fatigue, il faudrait que nous soyons faudrait que vous soyez soit des saints, soit des héros. Car le saint et le héros ont ceci de commun que même épuisés de fatigue, ils continuent d'être comme ils veulent être, ils continuent d'être comme ils doivent être. Un mot sur le saint, un mot sur le héros. Du saint des saints, c'est-à-dire du Christ, Corneille dit « Il sait dans la fatigue être sans lassitude. Quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids. Il sait rendre léger les plus puissants fardeaux. » Bon, ça c'est vrai du Christ en tant que vrai Dieu, pas en tant que vrai homme. Mais quand on est un homme et qu'on est épuisé de fatigue, on devient là.
et quand on sent le poids des soucis sur les épaules, on ne peut pas le rendre tout léger. Vous n'avez pas vocation à être des saints et des saintes, vous êtes des hommes et des femmes, et parfois c'est difficile en effet. Le héros aussi, lui, même épuisé de fatigue, continue d'être comme il veut être. D'ailleurs, les héros ne sont pas fatigués. Je me souviens d'un héros un peu magicien, le baron de Munchausen, qui à un certain moment s'avance dans une clairière d'un pas sûr, et malheureusement réalise que les sables y sont mouvants, et donc il s'enfonce dans les sables mouvants, ce qui est une bonne métaphore de la fatigue, parce que tous les efforts qu'on fait pour ne pas sombrer nous font sombrer plus vite. Et de même, lutter contre la fatigue est fatigant. Alors, évidemment, la tête essaie de surnager, j'en peux plus, mais enfin, c'est mon patient. Comment allez-vous, cher ami? Il y a un moment, la tête passe avec le reste. Et savez-vous comment ce héros un peu magicien qu'est le baron de Munchausen va se tirer des sables mouvants de la fatigue? Eh bien, en se tirant lui-même par les cheveux. Ce qui fait qu'il sort des sables mouvants, même pas mal. Ce qui prouve qu'il avait des cheveux et non pas une moumoute ou rien du tout. Eh bien non, on ne peut pas se tirer des sables mouvants de la fatigue par un décret de la volonté. Quand on sent en effet qu'on est épuisé, on a besoin d'une branche. Eh bien cette branche, c'est la main d'autrui. Je ne savais pas que l'ordre des médecins était un lieu où les médecins manifestent une écoute les uns des autres, une solidarité les uns des autres, les uns aux autres, qui fut au fond l'âme de cette journée. Je tends la main et je trouve une main ferme qui me dit oui, c'est difficile avec ce patient ce jour-là, mais ensemble nous allons peut-être trouver les chemins de la confiance. Et pour finir, c'est vraiment, je crois, le mot capital de la journée. Ce qui précisément me fait plaisir parce que je pensais que le paradigme de la relation médecin-patient, qui était l'idée que c'est la rencontre d'une confiance et d'une conscience, vous savez, eh bien, avait été remplacé par un nouveau paradigme qui est le paradigme du contrat. Il y a deux paradigmes pour expliquer cette relation, soit le paradigme confiance-conscience, soit le paradigme contrat. Confiance-conscience, c'est le patient se confie à vous, ou vous confie son mal, ou vous confie son corps, ou vous confie le corps de son petit bébé, ou le corps de sa vieille mère. Mais pour être digne de cette confiance, vous devez avoir une conscience, voyez. Eh bien, ce schéma-là, je crois, a toujours quelque chose à nous dire. Mais alors, aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de gens voudraient le remplacer par un autre paradigme, qui est le paradigme du contrat. Ça vient peut-être du fait qu'il y a eu parfois des médecins qui manquaient de conscience et qui ont abusé de la confiance, voyez. Parce que de la confiance, il peut y avoir abus. La confiance fomente la trahison. C'est toujours prendre un risque de se confier à quelqu'un, vous voyez. D'ailleurs, seuls les êtres en qui on a confiance peuvent nous trahir. Pardon de faire un peu de politique, mais Jean-Luc Mélenchon ne m'a jamais trahi parce que je lui ai jamais accordé de confiance. Et Jean-Marie Le Pen ne m'a jamais trahi parce que je lui ai jamais accordé sa confiance. Donc seuls les êtres à qui on accorde notre confiance peuvent nous trahir. Et alors aujourd'hui, peut-être à cause du sang contaminé, peut-être à cause du Mediator et des choses comme ça, on est entré dans une société de la méfiance. Et pour être sûr qu'il n'y aura pas abus de confiance, on veut remplacer le paradigme confiance-confiance par le paradigme du contrat. Aux États-Unis, c'est évident. Tout se judiciarise. Là, je suis heureux de voir que ce vieux schéma confiance-conscience a quelque chose à nous dire parce qu'on ne travaille pas bien dans un climat de méfiance. On ne travaille pas bien dans un climat de méfiance. On n'est pas bon dans un climat de méfiance. Et je dirais que la confiance invite au dévouement qui renforce la confiance, voyez, en un cercle vertueux. Parfois, c'est la confiance qui commence, puis après, vous avez le dévouement qui renforce la confiance. Parfois, c'est votre dévouement qui va créer la confiance, voyez. Eh bien, nous sommes à la recherche, en effet, de la restauration des liens de confiance dont nous avons absolument besoin dans la vie. Je reprends ma formule de tout à l'heure parce que je crois que l'écoute a été l'autre mot principal. Puisse l'écoute retisser les liens là où la maladie a déchiré les mailles. Merci de votre écoute. Merci professeur. Je tenais aussi à remercier nos invités. Merci infiniment Geoffrey Post en visio à distance d'avoir pu participer avec nous. Merci à l'ensemble de nos invités. Merci à vous pour votre écoute et les questions. Passez une bonne fin de journée et rentrez bien. Portez-vous bien.